ce qu'on met en place, on le met en place aussi pour les générations futures, pour répondre à probablement un des plus gros défis que l'humanité va devoir affronter dans les mois et les années qui viennent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui avec Adrien Flon qui est cofondateur de la startup Carbone. Salut Adrien, comment tu vas ? Très bien et toi, merci de me recevoir. Ça va plutôt pas mal, je suis ravi de t'avoir avec nous. On a des sujets qui vont intéresser beaucoup de monde je pense. C'est des enjeux assez importants que tu vas nous présenter aujourd'hui. Je rappelle que cette saison de Charbon est en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous accompagner. Adrien, tu vas évidemment commencer par te présenter. Tu vas nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens. Ce qui va nous intéresser, c'est le parcours. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui à Levallois pour nous parler de Carbone. Qu'est-ce qui s'est passé, d'où tu viens ? Écoute, donc je m'appelle Adrien, j'ai 35 ans, je suis marié, je suis père d'un petit garçon de 15 mois maintenant, qui est à peu près l'âge de Carbone, à quelques mois près. J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai fait une école de commerce, et j'ai passé un peu plus de 10 ans dans l'immobilier commercial. Et avant ça, j'ai fait un petit passage dans le négoce de matières premières à Genève. Voilà, c'est à peu près le parcours. Et donc, j'ai créé Carbone avec Stanislas, mon associé, il y a un peu plus d'un an et demi. Et ça a été l'objet d'une réflexion très très longue en amont, parce que on adresse une thématique qui est passionnante mais assez complexe. Et donc, dès début 2021, j'ai commencé un peu à observer, à essayer de comprendre comment fonctionnait le marché qu'on adresse aujourd'hui, qui est le marché de la transition énergétique, le marché de la production verte, en l'occurrence le photovoltaïque. Et on va dire que cette épiphanie est venue à travers un bouquin que j'ai lu c'était en 2019, de Jeremy Rifkin, qui s'appelle Le Nouveau Deal Vert, et qui expliquait justement comment le paradigme qu'on connaissait jusqu'à maintenant allait changer avec la prise de conscience générale du réchauffement climatique et les enjeux qui allaient être un peu mesurés par les investisseurs, les banques, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui chez Carbone ? Accompagne, simplifie, soutient et finance la rénovation verte et durable. C'est une très belle accroche. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors, c'est concrètement, en fait, nous, on vient du monde de l'immobilier. Donc, aujourd'hui, si on prend un peu du recul sur le marché qu'on adresse, c'est la consommation des bâtiments dans le monde, c'est à peu près, on va dire, entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est 50% de la consommation d'énergie électrique et d'énergie et autres, gaz et autres. Et aujourd'hui, on va dire que vous avez un enjeu de rénover rapidement ces bâtiments, de les rendre moins énergivores, plus résilients aussi face au réchauffement climatique. Et donc, avec Carbone, ce qu'on a mis en place avec toutes les équipes, c'est justement des solutions d'efficacité énergétique. On l'a beaucoup entendu parler de ces sujets-là pendant la crise énergétique qu'on a connue l'année dernière. On demandait de mettre des pulls, on demandait de baisser un peu le thermostat, ce genre de choses. Donc nous, en fait, on propose des solutions clés en main pour identifier les axes, les actions de rénovation, changer par exemple votre chaudière à gaz ou votre fuel en pompe à chaleur, faire du pilotage, intégrer de la géothermie, et après on vient faire les travaux, on finance le cas échéant la totalité des investissements et on vient se rémunérer sur les économies d'énergie. Et en plus de ça, on vient monitorer la performance dans le temps. Donc ça, c'est une espèce de clé en main qu'on propose à nos clients qui sont majoritairement des propriétaires institutionnels. Donc on travaille plutôt sur des hôtels, la logistique, des bureaux, des centres de loisirs. Voilà. D'accord. Vous avez des particuliers aussi ? Enfin, vous avez non, c'est uniquement sur le B2B entre guillemets. Uniquement le B2B et uniquement si on fait on va dire du résidentiel. Encore une fois, c'est pour le compte d'investisseurs institutionnels. 2022, la création. Pourquoi on a attendu autant de temps avant de voir une startup comme Carbone ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a peut-être un marché qui en demande aussi ? Est-ce que tu sens que peut-être on va mettre les pieds dedans, mais que les institutions font pas forcément le job là-dessus ? Est-ce que vous avez, vous, avec la force du privé, entre guillemets, un peu plus d'agilité à répondre à ces questions-là ?
Pourquoi vous arrivez seulement en 2022? C'est une très très bonne question. Si on était arrivé 2-3 ans plus tôt, je pense qu'on serait arrivé. Enfin, le timing est important aussi dans l'entrepreneuriat, et on serait arrivé malheureusement un peu trop tôt, donc ça aurait été plus compliqué. Pourquoi? Et parce que en fait les clients étaient pas tout à fait prêts. Aujourd'hui, il y a une pression de la part des banques, il y a une pression de la part des fonds de pension pour justement avoir des thématiques plus vertes, plus résilientes face au réchauffement. Cette prise de conscience du réchauffement climatique, elle est venue au fur et à mesure, et on sent que l'effet Covid a accéléré cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'on est revenu à des choses un peu plus nature, on a peut-être un peu moins travaillé, on a réfléchi plus, il y a eu des réflexions un peu plus philosophiques. Et donc, on va dire que l'état d'esprit un peu général politique, l'état d'esprit économique et financier et le paradigme a changé. C'est un peu ce qu'expliquait Rifkin en 2017. Donc il était pour le coup assez précurseur et visionnaire sur le sujet. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que du coup, tous ces gros investisseurs institutionnels ont switché en l'espace de quelques mois et sont beaucoup plus vigilants à ces problématiques ESG alors qu'elles n'étaient pas forcément avant. On parle du timing, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que ça va pas assez vite, notamment peut-être à Paris? On vit tous les deux à Paris, en tout cas, on y travaille, on voit l'état des bâtiments, on voit parfois l'état des immeubles, des bureaux avec des fenêtres qui sont pas du tout aux normes, etc. Est-ce que tu as le sentiment, toi qui travailles tous les jours dedans, que ça va pas assez vite? Est-ce que ça crée aussi un peu de frustration, ou est-ce que tu sens que ça évolue bien? Alors, ça va évidemment pas assez vite. Juste pour prendre quelques chiffres, donc sur la partie, on va dire rénovation, on devrait faire normalement 3 fois plus vite pour atteindre les objectifs de 2030, 2040, 2050. Donc 3 fois plus vite, c'est quand même une grosse accélération. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de réflexion, il y a encore un peu d'inertie. Ça s'accélère. On sent qu'il y a un mouvement assez exponentiel, mais ça prend quand même du temps. Donc on a bon espoir que le phénomène d'accélération continue. Il y a eu 2 éléments assez déclencheurs. C'est le premier, donc c'est la réglementation, le décret tertiaire nous concernant, c'est-à-dire qu'on doit réduire de 40%, 50%, 60% dans les 30 années qui viennent la consommation des bâtiments. Mais il y a aussi quelque chose qui est plutôt une très mauvaise nouvelle pour les particuliers et pour les entreprises, c'est la crise énergétique. Donc on a certains clients dont le prix de l'énergie a fait x10. En moyenne, on est plutôt sur x3, x4. Donc ça fait quand même un gros impact sur comment dire, sur le PNL à la fin de l'année. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle à court terme, mais c'est une plutôt bonne nouvelle pour la transition. Pourquoi? Parce que avec une énergie plus chère, du coup on fait plus attention, on consomme mieux, on consomme moins, et donc c'est un phénomène d'accélération de cette transition. Donc c'est aussi un facteur qui permet, on va dire, d'encourager l'installation de projets photovoltaïques ou d'installer des projets géothermiques pour se rendre indépendant du gaz, pour maîtriser sa production et sa consommation d'énergie. Voilà, donc c'est des phénomènes qui vont probablement, qui accélèrent un peu la vague qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, Carbone a du coup un enjeu assez important. Vous avez un rôle à jouer. Est-ce que tu le sens tous les jours? Est-ce que c'est un poids que tu portes? Est-ce que ça se ressent auprès des équipes? Est-ce que vous sentez ce besoin d'incarner ce boulot-là? Parce que c'est effectivement un job un peu particulier. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de contraintes aussi. C'est un peu la course contre la montre. Est-ce que dans l'évolution de votre boîte en termes de stratégie, en termes de développement, en termes de croissance, vous avez un peu ce poids-là où tu arrives à prendre du recul? Non, alors on a la chance, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on a la chance, Stan et moi, d'avoir une équipe franchement incroyable, bosseuse, tenace, humble, qui bosse tous les jours, évidemment beaucoup, mais avec l'envie de réussir un truc un peu collectivement plutôt qu'individuellement. Donc en fait, on voit, oui, le marché est très gros, on a beaucoup de choses à faire, on signe pas mal de choses là ces dernières semaines. On va continuer à en signer pas mal dans les mois qui viennent. On commence à avoir des projets en dehors de France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. On commence là à être sollicité sur des projets en Angleterre. Donc ça, c'est très chouette, mais on reste super humble par rapport à ça et on n'arrive pas avec le poids de la transition sur les épaules tous les matins en arrivant au boulot. En revanche, on est conscient des enjeux. Je pense que c'est important aussi de rappeler pourquoi on le fait, parce que quand on est la tête dans le guidon,
on oublie un peu souvent pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ce qui est assez chouette, enfin là on a livré nos premiers chantiers, c'est que ça fonctionne. On arrive à réduire de 40, 50, 60% l'impact environnemental de certains bâtiments. Et ça c'est la grosse satisfaction. Et la deuxième grosse satisfaction, enfin en tout cas celle qui est la plus importante pour les équipes, c'est que les clients nous rappellent et souhaitent qu'on continue à développer ce qu'on fait sur leur patrimoine. Donc c'est des doubles. Donc, voilà. Donc en fait nous on transmet notre passion, on transmet ce qu'on sait de la transition. Moi j'en apprends tous les jours. Alors je suis pas ingénieur de formation, mais on bosse qu'avec des ingénieurs chez Carbone. Et je dois dire que c'est un bonheur absolu parce que cette année, moi, on se forme toute la journée sur, je sais pas, avant-hier, j'ai passé 3 heures sur la géothermie, comprendre précisément comment ça marche, etc., etc. Et c'est absolument passionnant. Donc ouais, non, la réponse c'est oui, il y a un enjeu pour nous. Donc il y a l'enjeu de développer une société, il y a l'enjeu aussi de répondre à un besoin qui est pressant, il y a l'enjeu d'accélérer aussi, donc de répondre à une croissance qui est assez forte, et il y a l'enjeu aussi que ce qu'on met en place, on le met en place aussi pour les générations futures, on le met en place aussi pour répondre à probablement un des plus gros défis que l'humanité va devoir affronter dans les mois et les années qui viennent. Et donc c'est vrai que ça fait et puis en plus de ça c'est un marché qui est nouveau, donc on est en train de construire un peu ce marché et on est un peu de temps en temps on se sent un peu, même si dans l'industrie il y a beaucoup de choses qui ont été faites, sur le tertiaire il y a moins de choses qui ont été faites, on se sent un peu comme dans le Far West et on défriche un peu et on découvre plein de choses, donc voilà, donc on a un peu ce côté pionnier, un peu les premiers à comprendre et à essayer d'apporter de nouvelles solutions un peu innovantes. On en a pas parlé, mais on a développé un outil tech en interne qui permet justement de piloter, suivre les consommations. On l'a intégré directement dans notre offre. Et on va dire que les sociétés qui ont été créées avant, qui font un peu ce qu'on fait, n'ont pas forcément intégré ce genre de choses. Voilà. Donc encore une fois, on sent qu'il y a un enjeu. On est tous ravis d'aller dans ce sens-là. Après, on garde la tête froide et très humblement, on répond aux besoins de nos clients et puis on essaie d'avoir des stratégies qui sont intéressantes et intelligentes pour eux. De plus en plus, on parle de sens dans les jobs aujourd'hui dans les entreprises, en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup de profils qui se lancent, qui montent des boîtes et qui, au bout de 2 ans, se posent la question de l'intérêt de mon entreprise. Est-ce qu'elle sert le marché? Est-ce qu'elle sert une demande, etc. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement le dream job que tu as aujourd'hui? T'es entrepreneur. Est-ce que tu te voyais là il y a quelques années? Est-ce que c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose ou c'est un petit peu le chemin hasardeux qui t'a amené ici? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Non, alors la réponse est oui, c'est le dream job. Honnêtement, déjà travailler avec une équipe qu'on a choisie et qui nous ont choisi, ça c'est quand même cool. J'ai aussi la chance d'avoir un associé avec qui on s'entend très bien et on a été tous les deux au début avec pas mal de difficultés parce que le marché comme je disais, a switché il y a 1 an, mais avant ça, les consciences n'étaient pas encore tout à fait prêtes, donc il fallait convaincre les premiers clients. Donc déjà chanceux là-dessus parce que c'est quand même le plus important, hein. Une société on la fait jamais tout seul. Faut pas l'oublier. Après, moi, alors j'ai jamais pu entreprendre en sortant d'école puisque je suis boursier, donc il fallait que j'embourse un prêt étudiant et j'avais pas forcément cette capacité-là. Mais en tout cas, j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'avais 27 ans. J'avais pas forcément d'argent, donc j'ai levé auprès de copains, puis on a acheté des premiers locaux à rénover, à louer, puis un deuxième, puis troisième, puis plusieurs. Et donc j'avais envie de me frotter un peu l'entrepreneuriat, mais sans avoir le risque quand même de pas être salarié, donc j'ai continué d'être salarié en faisant ça en parallèle. Et puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui ait de l'impact sur un marché que j'aimais beaucoup, qui était l'immobilier. Et c'est là-dessus que pendant 1 an, j'ai rencontré 300 personnes différentes sur le sujet. Je contactais les gens sur LinkedIn. Donc ça a été le fruit d'une réflexion très longue. Et au bout d'1 an, quand on a déjeuné avec mon associé, on se connaissait d'avant. Et je dis voilà, j'ai ce truc-là sur lequel on bosse. Est-ce que ça te tente? Et puis et à la fin de la semaine, je lui ai partagé un peu ce que j'avais fait pendant 1 an. Il a trouvé ça super intéressant. Puis on a bossé tous les deux beaucoup le week-end, le soir, parce qu'on avait tous les deux un taf à l'époque. Donc on l'a fait un peu à l'ancienne. Et donc non, ça a été fait avec énormément de travail, mais une passion qui est dingue. Et ce qui est fou, c'est que le sujet est tellement enrichissant, tellement passionnant. Enfin là, on parle d'économie d'énergie sur l'énergie pure, mais après on parle de comment on va gérer l'eau, récupération des eaux grises pour diminuer le besoin en eau potable, comment on va gérer les déchets. Enfin, il y a plein de
plein de verticales à développer à terme. Donc oui, c'est un dream job avec une team et un associé vraiment extraordinaire. Et puis effectivement, comme on défriche un peu le marché, c'est vrai que c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et on se remet tout le temps en question. Et voilà, donc c'est un dream job. Je veux dire. Comment on passe de salarié à entrepreneur à chef d'entreprise? Comment on fait ces étapes-là? Est-ce que, d'un point de vue perso, ça a changé? Est-ce que l'état d'esprit a évolué? Les attentes aussi? Est-ce que tu te sens plus à l'aise maintenant ou à l'inverse, un peu plus engagé? Parce que c'est quand même 3 statuts différents. Je parle d'entrepreneur, mais un peu tout seul ou avec l'associé. Aujourd'hui, vous êtes une belle équipe. Maintenant, voilà, tu recrutes, tu te formes sur d'autres métiers ou tu délègues. C'est pas forcément la même chose qu'il y a 2 ans, 3 ans, et c'est encore plus différent que l'époque salariat. Ouais. Comment t'as évolué? Alors, j'ai eu la chance de faire tout en même temps parce que on a créé les statuts de la société avec Stan en avril 2022 et mon petit garçon donc naissait en juin. Donc globalement, on devient papa en même temps que entrepreneur. On se met un peu de pression aussi. On se met un peu de pression mais c'était une pression saine. Et puis bon, quand on découvre les joies de la paternité, il y a quand même beaucoup de choses qu'on relativise. Et donc ça, moi j'appelle ça un peu l'effet d'entonnoir. Comme ça, on fait tout en même temps. Ça permet d'être focalisé. On voit évidemment moins les copains, moins de vie sociale. Mais on est concentré. Et en plus de ça, ce qui était important aussi, c'est qu'on avait une relation assez forte avec mon associé. Ce qui fait que dans les moments un peu difficiles, voilà, on savait se marrer, on savait prendre du recul. Donc, pour répondre à ta question, oui, passer de salarié à chômeur, parce que en général, c'est ce qui se passe. On passe chômeur parce qu'on a la chance d'avoir en France, quand on monte une boîte, la possibilité pendant 2 ans d'être un peu incubé par l'État. Ça, c'est quand même un truc assez unique et il faut dire que c'est quand même assez extraordinaire. Donc chômeur, et puis ensuite effectivement entrepreneur, enfin associé aussi, parce que s'associer c'est aussi c'est comme un couple, hein, comme se marier. Et ensuite effectivement construire une équipe. Je pense pas qu'on soit vraiment chef d'entreprise. Je pense qu'on est encore entrepreneur pour l'instant. On n'est pas une équipe de 100 personnes, mais voilà, ça se construit dans le temps. C'est ce qui est certain, c'est que ça se construit dans le temps. D'ailleurs, on dit qu'on est plutôt une PME on est passé d'une TPE à une PME, et je pense qu'on restera une PME longtemps plus qu'une start-up. Qu'est-ce qui te déplaît le plus aujourd'hui dans ton job? J'imagine qu'il a changé. Il y a toujours une part un peu plus négative que t'aimes un peu moins. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui t'excite le plus dans le boulot aujourd'hui? Alors j'ai commencé par la plus grosse excitation, c'est vraiment la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, enfin les idées qu'on a envie de développer, on les développe, la liberté de mettre en place de nouvelles choses, la liberté d'aller voir qui on veut pour leur proposer nos services, puisque notre scope est assez large, hein. Nous, les opérateurs hôteliers sont nos clients, les investisseurs institutionnels sont nos clients, les centres de loisirs sont nos clients, les EHPAD sont nos clients. Donc c'est assez large comme. Donc ça c'est assez chouette, c'est de pouvoir aller voir un peu tous ces acteurs-là. D'avoir cette liberté de proposer des choses un peu nouvelles aussi, d'avoir cette liberté aussi de se tromper. Quand on est salarié et qu'on se trompe, on se fait quand même un peu taper sur les doigts. Alors que quand c'est nous qui prenons la décision et qu'on se dit que de toute façon on essaye, puis on va peut-être se gourer, puis on va peut-être se gourer 1 fois, puis 2 fois, 3 fois, c'est que là il faut changer un peu la direction. Mais d'avoir cette liberté-là, c'est assez riche. Donc ça c'est vraiment génial. Sur le côté un peu plus négatif, très honnêtement, j'en ai pas énormément parce que on entend souvent les problèmes de RH, etc. Ce qui est pas notre cas aujourd'hui. On n'a pas de problématique RH parce qu'on est encore une petite équipe et que tout le monde est à fond. Tout le monde est à fond. La seule chose qui m'inquiète, mais où je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'on arrive nous avec des solutions clés en main qui sont vraiment, je dis sincèrement, on y a beaucoup travaillé et on apporte une vraie valeur. C'est-à-dire qu'on propose quand même à des investisseurs qui doivent dépenser 10 millions d'euros, de dépenser 0 et de se rembourser sur les économies d'énergie. Donc il n'y a pas de changement sur la facture, voire ils font une économie. Et en fait, le temps de conviction, même si ça va vite, il est encore un peu trop long. Et là, ça s'accélère, mais il prend encore beaucoup de temps. Et donc en fait, on n'a pas le temps.
je pense que chacun l'a intégré avec le rapport du GIEC, chacun l'a intégré aussi avec ce qu'on a tous vécu cet été avec les feux de forêt, avec les ouragans, avec les inondations. Enfin, c'est des choses. Enfin, je pense que maintenant c'est assez difficile d'être climato-sceptique, hein, même pour certaines personnes. Mais donc de voir un peu ce qui se passe, il y a un réchauffement global, il faut pouvoir y répondre. Et donc même si ça s'accélère dans la prise de décision, on sent que côté client, ça met du temps encore un peu à infuser. Donc voilà, c'est peut-être le truc où je me dis bon, comment on arrive enfin à convaincre et à dire qu'il faut passer à l'acte. Voilà, c'est le truc qui peut-être pas me tend le plus, mais que je trouve un peu dommage. Si tu devais te croiser, tu devais recroiser le Adrien d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais peut-être en conseil, ne pas faire ça ou faire ci? Non, ne pas de monter de boîte en sortant d'école. Je pense que j'avais pas la maturité. Bon, de toute façon, ni moyen, mais surtout pas la maturité. Donc, fais pas ça. Attends. Échoue comme j'ai échoué sur plein de choses. Apprends à travailler. Moi, j'ai appris à travailler assez tard, on va dire. J'étais pas le plus gros des bosseurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire se mettre des process, des contraintes? Ça veut dire quoi, apprendre à travailler? Moi, je l'ai vécu à travers ces petits clubs d'investissement en IMO que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'enjeux. Faut trouver des financements, faut trouver les biens achetés, faut trouver les locataires, faut suivre les travaux. Enfin, c'est assez dense, surtout qu'on a un boulot de salarié en parallèle. Et en fait, ça m'a permis de me mettre un peu le pied à l'étrier. Il y a des choses où j'ai raté. Bon, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Mais il y a des choses que j'ai ratées, évidemment. Il y a plein de choses que j'ai ratées. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu idiot et un peu mainstream de dire ça, mais l'échec, ça permet quand même de comprendre pourquoi ça marche pas, d'essayer un peu différemment après, de réajuster le tir. Donc je dirais, non, franchement, t'as pris ton temps. Je fulminais, j'avais vraiment envie de monter quelque chose un jour. Et le bon moment est arrivé. L'idée qui me plaisait, qui me passionnait surtout, parce que pour y passer beaucoup de temps de réflexion, il faut être passionné par ce qu'on fait. Et donc voilà, ça a été plus du labeur et c'est vrai que quand vous vous retrouvez pendant un an tout seul à ce qu'on appelle faire du digging, c'est un peu l'esprit startup, mais vous allez faire des recherches, rencontrer des gens, etc. et que vous êtes tout seul et que vous en parlez à personne, parce que en parler à des gens, ça vous met une pression supplémentaire sur votre projet. Où est-ce que t'en es? Est-ce que t'as avancé sur ça? C'est vrai que vous êtes un peu face à vous-même, et donc vous vous demandez de temps en temps, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là à parler à ce mec que j'ai rencontré sur LinkedIn, m'expliquer comment on installe une pompe à chaleur ou autre. Donc non, honnêtement, j'ai pas de regret particulier. Et je dirais juste attends, sois patient. Il y a un jour où ça vient, quoi. Il y a un jour où ça arrive. C'est complet parce que c'est toujours important de reprendre du recul, parce que le profil un peu entrepreneur a cette tendance, et ce qui le fait grandir aussi, à vouloir avancer vite, fort, efficacement. Et malheureusement, il y a aussi le côté, en fait, on prend pas le temps de regarder ce qui s'est passé, d'où on vient, les évolutions. Et si on regarde pas au global, on n'améliore pas forcément grand-chose, on se projette pas, parce que une année, on a fait tel principe, tel process. Si on fait ça l'année prochaine, même cause, même résultat, donc ça changera pas. Donc c'est important aussi de prendre le temps de regarder, malgré le fait qu'on veuille aller vite et grandir et se développer, surtout en plus avec tes sujets à toi qui sont quand même hyper importants et qui peuvent vraiment, je pense, agacer quand tu sens que ça bouge pas et que le produit est quali et travaillé. Je regarde un peu le site aussi. Vous avez fait une refonte de plateforme de marque. Il y a eu un travail sur le logo. Ça, c'est un peu plus la partie technique qu'on aime beaucoup sur G1Pot, mais c'est important d'avoir cette réflexion-là auprès de la plateforme de marque. Quel message je propose? Comment vous avez travaillé ça? Au-delà du côté, notre produit appartient à quelque chose d'essentiel pour tout le monde. C'est clé en main, c'est efficace, c'est complet, c'est utile. Qu'est-ce que vous avez travaillé d'un point de vue plus corpo pour la marque? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter comme histoire? Et quel a été le cheminement de réflexion? Est-ce qu'on fait une com qui est très produit? Est-ce qu'on fait une com qui est plutôt globalisante avec des enjeux qui vont toucher l'humain? Ou est-ce qu'on va plutôt toucher les décideurs? Qu'est-ce que vous avez eu en tête à ce moment-là? Alors je vais être un peu décevant, mais on va dire qu'on est assez bon, enfin on est même bon dans tout ce qu'on fait de manière opérationnelle, financier, technique. Il y a quelque chose où on n'est pas très bon, c'est la com. Je le dis avec beaucoup de liberté, et on va dire que c'est grâce à notre CTO qu'on a développé ce site, c'est lui qui s'est occupé de gérer toute l'image de marque, etc. Et cette année, moi, on avait juste
idées en tête et il a transcrit ces idées en quelque chose de concret. Mais effectivement, je vais plutôt parler de la com qu'on va développer dans le futur, parce qu'aujourd'hui, déjà, on est une boîte qui est relativement jeune, donc on a préféré se concentrer sur le produit, sur ce qu'on fait, plutôt que sur comment on communique. Je crois que j'ai posté un truc hier sur LinkedIn, j'ai eu 6 likes, donc bon, je sais pas, il n'y a pas de grosse rétribution en termes de communication. T'arrives dans le LinkedIn game, ça va arriver. Ça va arriver. Écoute, je tremble encore un petit peu quand je fais un post. Je fais vérifier par 2-3 personnes de l'équipe. C'est vrai, t'es pas encore. Enfin, tu t'es encore en train de te poser la question, comment j'y vais, est-ce que j'y vais? Franchement, honnêtement, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis pas bon du tout. Stan, mon associé, non plus. Mais t'as conscience de l'importance de ouais, bien sûr. On en a absolument vrai, conscience. On le voit, il y en a, ils sont pas très bons. On va être honnête, il y en a, ils sont pas très bons avec leur boîte qui est pas incroyable, mais sur LinkedIn, ils cartonnent parce c'est exactement ça. Mais moi, je voulais l'inverse. Je voulais qu'on soit très très bon dans ce qu'on fait. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si tu t'es là à te poser la question, on se dit, mais en fait, on veut vous voir, Carbone. Moi, j'ai envie de voir des posts, j'ai envie de vous suivre. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis un plan de com en place. Et ce qu'on voulait surtout, c'était, je trouve que ce que j'ai d'ailleurs, c'est que se mettre en valeur, en avant quand on est entrepreneur, bon, c'est bien parce que ça permet de personnifier une boîte, on met une tête associée à une société, mais je trouve que chez nous, ce qui est important, c'est les gens qui y bossent, c'est eux qui sont sur les projets au quotidien. Nous, on est là pour leur apporter des clients, leur apporter une vision, leur apporter aussi une ingénierie un peu financière. Mais vraiment, les personnes qui bossent, chez nous, c'est les ingés dans l'équipe. Et donc là, on va communiquer sur le fonctionnement de certaines techniques qu'on utilise, mais ce sera plutôt les ingénieurs qui vont communiquer. On va faire ça par duo. Et donc, c'est une plan de com qu'on va lancer là dans les 3 prochains mois. Et donc, c'était un peu la dernière chose qu'on n'avait pas encore mis en place. C'était la partie communication. Parce que, juste pour rappel, Carbone, c'est une boîte de conseil, une boîte de financement, une boîte de travaux et une boîte tech. Et tout ça, on l'a fait en 18 mois. Donc, je pense qu'on peut être assez fiers de nous. C'est assez complexe. Tout le monde nous dit, mais ça a l'air simple, votre truc. Quand tu rentres un peu dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que le boulot a été fait aussi pour expliquer le projet. Et exactement. Le but étant de faire le plus simple possible pour que le client ce soit plus clair pour lui et que justement il se dise ok, je fais confiance et on avance comme ça, parce que j'ai parlé de toutes les rigueurs administratives que vous pouvez avoir aussi sur tout ce qui est photovoltaïque. Pour petite indication, une ombrière de parking, parce qu'il y a des lois qui passent en ce moment, ça met 2 semaines à installer sur 2000 m². Et ça met 12 mois pour avoir les études, les autorisations administratives, etc. Donc on pourrait accélérer en fait l'installation de photovoltaïque, mais c'est juste qu'il y a trop de complexité administrative. Parce que finalement, on n'en revient pas à ce point-là un peu de complexité un peu juridique liée au fonctionnement de notre État, qui parfois, comme tu l'as dit, est très intéressant pour la partie j'ai mon chômage, je peux faire mes projets à côté. Et en même temps, d'un autre côté, qui est... ça avance pas, on régule au lieu d'avancer, et en même temps ça sécurise parfois certaines choses, mais comme tu viens de le dire, on n'avance pas assez vite. C'est un très bon point. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites là récemment sur les lois. Je parle de la loi sur les ombrières, où en fait maintenant, quand vous avez un parking de plus de 60 places, vous devez installer des ombrières photovoltaïques sur le parking. Donc c'est la loi d'accélération des ENR. Ça, c'est un très bon point. Il y a aussi une loi sur les toitures des plateformes logistiques. Donc ça, pareil, c'est des lois qui vont vraiment dans le bon sens. Mais effectivement, il y a toujours des lenteurs. Donc c'est vrai que c'est un peu notre rôle aussi, et ça va être notre rôle à l'avenir d'être en contact avec les pouvoirs publics, leur donner un peu notre retour d'expérience et leur dire que si on va arriver aux objectifs assez importants qu'on s'est fixés, il faut qu'on puisse faire en sorte d'avoir des autorisations plus rapidement. Et voilà. Et donc oui, c'est compliqué, mais c'est pas insurmontable. On va y arriver. Oui, c'est des lenteurs. Mais encore une fois, on a des moyens de réduire ces délais, et je pense que peut-être que les pouvoirs publics manquent un peu de retour d'expérience pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour accélérer justement ce phénomène de transition. Je te trouve gentil avec eux là, quand même. Ils ont besoin de retour. Ouais, non, mais je pense ils ont pas la télé, ils ont pas d'études qui sont menées. Non, mais en fait, je trouve que c'est trop facile de tirer sur l'ambulance. Il y a quand même des lois qui ont été, qui sont passées. La France fait quand même beaucoup de choses pour accélérer sa transition. On a quand même, à la base quand même, on était quand même censé être l'Arabie Saoudite de l'électricité en termes de production décarbonée, parce qu'on avait le nucléaire qui a été mis en place dans les années 50-60.
Donc ça, c'était quand même des points ultra positifs. Quand on regarde nos voisins européens, pour certains, c'est plus difficile. Pour l'Allemagne, par exemple, qui fonctionne encore beaucoup au charbon ou au gaz. Donc en France, on a quand même des choses assez extraordinaires. Il faut se rappeler aussi les belles choses qu'on a. Je pense que les gens s'en rappellent, mais le nucléaire, il est aussi énormément décrit et il y a le mot fait peur. Tu vois, il y a un vrai, le mot il fait peur quand tu le prononces. Le mot fait peur, mais pour des mauvaises raisons. Je pense que après, on peut lire Jean Covici ou autre qui fait plutôt l'apologie du nucléaire. C'est juste que l'énergie de demain, ça sera pas une énergie unique. Pendant un siècle quasiment, on a utilisé le pétrole pour tout. Oui. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y aura pas une énergie qui va, avec une complémentarité. Exactement, sauf que ça nous a rendu dépendants de pas mal de pays producteurs de pétrole. Aujourd'hui, on a quand même cette capacité de produire notre propre énergie en local. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire, démocratiquement et politiquement. C'est-à-dire que vous reprenez la main et vous vous affranchissez de problématiques comme on a pu vivre avec la guerre en Ukraine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas en tête, ça, ce côté. Enfin, nos parents l'ont bien parce qu'avec le parc nucléaire et le boulot de Gaulle à l'époque, etc., on avait cette indépendance entre guillemets là, de se dire on a un parc. En fait, c'est peut-être pas l'Amérique, on est d'accord, c'est peut-être pas incroyable, mais on est indépendant d'un point de vue économique, stratégique, géopolitique. Bah, on est un peu moins déstabilisable facilement. C'est exactement ça, et donc faut quand même à l'époque c'était quand même assez novateur. Faut pas oublier que Nagasaki et Hiroshima c'était quand même pas très loin à l'époque, donc ça pouvait faire encore plus peur qu'aujourd'hui. Et donc il va falloir développer les ENR de toute façon. Enfin, c'est ce que disait le président de RTE dans son rapport la semaine dernière, qu'il faut pouvoir faire x3, x4 sur le développement des ENR photovoltaïques et éoliens dans les années qui viennent. Alors nous on est plus photovoltaïque parce qu'on en fait plus évidemment, et que ça nous paraît évident de dire que des fonciers qui sont déjà aujourd'hui minéralisés, comme les parkings, ou sur des constructions neuves ou existantes, ça paraît pertinent de mettre du photovoltaïque, soit pour autoconsommer, soit pour vendre sur le réseau et faire en sorte que la personne qui charge sa bagnole à 2 km puisse utiliser cette énergie verte. Je te posais évidemment la question sur le fait, sur les pouvoirs publics qui ont besoin de retour, etc. Parce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, ils sont ultra exigeants et ils ont beaucoup d'attentes. Et moi, le boulot aussi que j'ai, c'est de faire un peu passer leur message aussi, tu vois, c'est de se dire... on a des attentes, on a des questions. Toi, tu peux faire partie de ceux qui peuvent y répondre. Donc, on va te pousser un peu aussi. Parce qu'on a maintenant des attentes envers toi. Tu nous l'as dit. Et je trouve que ce que vous proposez est quand même hyper quali et extrêmement bien expliqué aussi. Parce que ça fait partie des choses qui sont importantes. D'expliciter ce qu'on fait, comment on le fait, les solutions et surtout d'un point de vue business. Non, ça ne coûte pas plus cher. À l'inverse, ça peut être intéressant et on peut gagner un peu d'argent ou en perdre un peu moins. Exactement. Les solutions, elles sont là. Les mots-clés, ils sont là, on l'a dit, c'est l'argent, c'est la volonté, évidemment, et c'est l'argent. Je reviens sur le côté un petit peu plus globalisant de la boîte. Aujourd'hui, vous êtes une belle équipe, vous avez vocation à grandir. Est-ce que tu as une taille critique à pas dépasser ? Est-ce que il y a des choses où tu veux pas aller ? Est-ce que l'avenir, il est clair pour toi ou ça évolue encore ? Non, je pense qu'il faut jamais rester figé sur un axe de développement. Ça évolue évidemment. Après, maintenant on sait de manière assez précise ce qu'on veut déployer, ce qu'on veut développer. On va juste rajouter des petits services au fur et à mesure. Mais grosso modo, ce qu'on met en place en France, on va mettre en place dans d'autres pays européens et pourquoi pas sur d'autres continents à terme. Donc la seule chose qu'on veut garder nous, c'est cette construction dans le temps. On n'a pas de VC au capital volontairement. On a plutôt que des petits investisseurs privés. On va chercher la rentabilité assez rapidement et on se construit uniquement si on a des nouveaux projets qu'on signe. On se construit pas à la hâte parce que on est peut-être un peu des vieux garçons avec Stan, mon associé, dans l'approche, mais on estime que encore une fois les choses se construisent bien dans le temps. Et donc si on a une croissance qui est forte, on est passé de 2 à presque 20, probablement qu'on fera 20 jusqu'à 40, 50 fin d'année prochaine. Encore une fois, ça dépend des projets qu'on arrive à signer. Mais encore une fois, ça sera un peu à l'ancienne. Je fais du chiffre d'affaires, je dégage un peu de profit, je réinvestis. Et après, surtout, en fait, d'avoir cette structure-là, ça permet de former les plus jeunes. On va créer une académie au sein de Carbone pour que les seniors forment les juniors, parce qu'on va avoir aussi un sujet de pénurie de talents sur les sujets de la transition. Donc ça, pareil, ça va être un vrai gros sujet de
qui va pouvoir nous aider à mettre tous ces éléments en place. Il n'y a pas suffisamment de formation autour de ça, donc ça va être un vrai sujet aussi. Donc voilà, l'idée c'est plus de construire dans le temps, de manière assez linéaire, avec un peu d'exponentialité en fonction des projets. Et on a une vision assez claire de là où on veut être dans 5 ans, à savoir la référence sur les sujets de décarbonation des bâtiments et de production d'énergie pour les instits, en l'occurrence photovoltaïque, dans 5 ans. Et ça sur une visée plutôt européenne. J'ai noté beaucoup de points sur le timing en fait dans cet épisode. Tu l'as beaucoup évoqué et je trouve que c'est hyper intéressant pour nos entrepreneurs qui nous écoutent sur le côté effectivement le timing il est important. Est-ce qu'on va vite? Est-ce qu'on prend le temps? Quand est-ce qu'on va vite? Parce qu'il y a des moments où on est tous les feux sont ouverts, il faut bombarder, faut avancer, et d'autres où il faut un peu plus se poser. Donc j'apprécie beaucoup l'apport que tu as dans cet épisode sur le côté un peu timing et réflexion par rapport au temps, le nôtre, celui de notre équipe, le plus global, celui de l'évolution technique et technologique. Je vais évidemment terminer cet épisode en te posant la fameuse question. Pour toi, c'est quoi aller au charbon? Ça veut dire quoi charbonner pour toi? Charbonner, il y a un côté un peu péjoratif de bosser sans relâche et d'essayer mais sans vraiment avoir beaucoup de résultats. C'est un peu ce qu'on vit au début de l'entrepreneuriat, hein. On a vécu ça avec Stan pendant quelques semaines, quelques mois. Ça a été plutôt rapide pour nous parce que le timing était bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, et les besoins de nos clients étaient là. Mais le jour où en fait on sent justement que les premiers clients commencent à nous faire confiance, ce charbon il s'embrase et puis là c'est là où l'activité décolle et donc et c'est là où ça devient génial quoi. Donc c'est plus ça, c'est un côté négatif où en fait c'est un peu l'histoire d'entrepreneuriat, c'est faut y aller sans résultat, prendre des portes jusqu'au moment où il y a une petite étincelle et là ça y est, ça part et donc le mot charbonner devient un truc ultra positif et c'est construire du coup après. Écoute, j'espère que tu auras donné envie à ceux qui nous écoutent de se lancer à leur tour, de monter leur projet et effectivement d'aller au charbon et d'y croire. Adrien, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On arrive à la fin de cet épisode. Je suis ravi de t'avoir reçu aujourd'hui. Comme tu l'as vu, nouveau studio, je le rappelle, avec un très beau setup. On est ravi de t'avoir reçu. N'hésitez pas à aller checker évidemment Carbone, le site, ce que vous proposez, c'est important aussi pour comprendre un peu mieux ce que vous faites, que les gens aillent se renseigner. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Encore une fois, merci à toi Adrien et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Charbon.